Bonjour. Signore e signori, buongiorno. Je Devo subito vous remercie tous d'être ici tutti quanti voi per averci raggiunto stamattina qui. et je remercie les Devo organisateurs du ringraziare Festival subito de anche gli Modène organizzatori di questo eccezionale de m'avoir festival invité. qui a Modena per avermi invitato. Mon thème Dunque, il tema che ce matin, affronteremo questa mattina c'est insieme catastrophe si et chiama in fortune generale morale. catastrofi e fortuna morale. Ça fait une dizaine d'années Ormai que je sono 10 travaille anni che sur la lavoro question su des questo tema, una catastrophes, vera e propria questione, cioè quella delle catastrofi. catastrophes morales, Quindi catastrofi morali. Auschwitz, Hiroshima, Auschwitz, Hiroshima, le 11 septembre, l'11 settembre, les catastrophes piuttosto che diverse financières altre et catastrofi économiques, come quelle finanziarie ed economiche, ahimè, dei giorni nostri. les catastrophes Assieme a diverse altre technologiques, catastrofi ancora, quelle tecnologiche, Tchernobyl, come Chernobyl, les catastrophes piuttosto naturelles, che ancora catastrofi tsunami, naturali, ad cyclones, esempio vari cicloni, tornadi, les catastrophes tsunami e ancora delle altre environnementales, catastrofi, quelle che io chiamerei ambientali. la question du réchauffement Tutto climatique. quello che è il problema, la grande domanda del riscaldamento della superficie terrestre. Bon, toutes ces Ora, catastrophes qui tutte ont queste déjà eu sono lieu, catastrofi che et si sur- sono già et presentate, surtout che celles hanno qui già avuto luogo, vont e avoir lieu, soprattutto quelle che avranno luogo, che si produrranno in futuro. je crois qu'elles mettent en Ebbene, péril relativamente la a queste, survie penso che queste mettono de la in société pericolo humaine. quella che è la sopravvivenza di noi esseri umani, della nostra società umana. Mais en français, nous avons une Allora, in expression, francese abbiamo un'espressione j'imagine que vous che l'avez trovo aussi, interessante, sicuramente esiste anche in italiano. le pire n'est jamais certain, le pire n'est jamais Letteralmente sûr. diciamo che il peggio non è mai sicuro, del peggio non c'è certezza. C'est exact, le Allora, pire n'est ed è jamais esattamente certain, così, ci credo. Al peggio non mais c'è il est certezza, parfois del peggio utile non de c'è faire previsione, però a volte comme s'il è était vero che inévitable. è utile ragionare in un altro modo, cioè far finta che possa essere evitabile. Pour comprendre ceci, il Ora, faut per capire admettre questo, que le bisogna fare certain un'altra et ammissione, le cioè nécessaire capire che il certo e il sont deux necessario prédicats sono qu'il due, convient soigneusement parole che de assolutamente distinguer. dobbiamo distinguere, e questo con grande cura. Comme le dit le poète argentin, Infatti, come dice il grande poète et écrivain poeta Jorge argentino, Luis il grande Borges, scrittore Jorge Luis Borges, el porvenir es inevitable, El porvenir pero es inevitable, puede no acontecer. però puede no acontecer. L'avenir est Quindi il inévitable, futuro mais è il peut ne pas se inevitabile, réaliser. però potrebbe non realizzarsi. Ce qui fait qu'un destin Ora, puisse questo ne vuol dire pas quindi che il s'accomplir destino potrebbe anche non realizzarsi, est aussi non ce aver qui luogo. fait Ebbene, quello qu'il che fa che il s'accomplisse. destino possa quindi realizzarsi è la stessa cosa che potrebbe far C'est sì cet che opérateur non si realizzerà il destino. qui fait l'objet de ma Questo è un conférence elemento, è un et je operatore, l'appelle così lo chiamo, che è oggetto fortune della mia morale. conferenza, ed è qualcosa che io chiamo fortuna morale. Bon, quand les organisateurs de Peraltro, ce piccola parentesi, festival perché m'ont quando gli invité, organizzatori di questo festival mi hanno invitato, ils n'ont pas ils n'ont pas cru utile de me dire ce qu'ils entendaient par fortune. Bon, j'ai compris j'ai cru comprendre qu'il s'agissait de la déesse Fortune, qui est une déesse italienne, ou italique plutôt. Voici sa représentation à Preneste, la Fortuna Primegenia, la fortune primordiale. Comme vous voyez, cette statue la statue représente la déesse Fortuna recouverte d'un voile noir, et ce voile est censé représenter le caractère aveugle du destin. Bon, fortuna, on traduit parfois fortune dans nos langues latines par la chance. Sorte ou sorte. Bon, je crois que c'est une erreur. En français, je crois qu'on dit aussi en italien, on parle de la roue de la fortune. Et cette roue représente le hasard, l'aléa, etc. Je crois que la déesse Fortuna est plutôt du côté du destin aveugle, que du hasard ou de l'aléatoire. Bon, on sait bien que cette déesse Fortune a un rapport avec ce qu'on appelle en français les trois parcs, en latin tria fata, nona, decima et morta. Bon, les équivalents grecs sont l'akhésis, cloto et atropos. Bon.
Nona, celle qui est au milieu, Nonna, quella che è au al cloto, centro, c'est celle piuttosto qui che tisse corso, è quella che le è destin occupata d'une vie a humaine. tessere il destino della vita degli esseri Decima umani. ou l'achesis, Decima, c'est celle qui l'achesis, détermine è la quella che longueur invece va a determinare de ce quella che destin. è la lunghezza di questo stesso Et destino, morta, in termini di atropos, tempo. Invece morta, atropos ovvero qui atropos, en tra grec tra signifie parentesi, atropos, celle sapete, qui ne in dévie greco pas, vuol dire quella che atropos, non devia, atropos. représente, comme son nom Ebbene, lei, l'indique, quindi, morta, la lo mort. dice, il nome rappresenta appunto Et c'est elle la qui morte. coupe le Ora, è fil. proprio lei che, come dire, dà una sforbiciata e taglia il filo della vita. Bon, voici le plan Allora, de qui ho mon un exposé. piccolo piano, se volete, in 3 punti della mia presentazione di stamattina. Ce que je viens de dire, ce sont des choses très abstraites et je vais les illustrer par des études de cas. Cerco di spiegarveli, come si dice oggi, con dei case studies. La crise écologique, la crise financière la crisi ecologica, dall'altra et la abbiamo question de la crisi guerre finanziaria. nucléaire. Terzo punto e ultimo, la questione della guerra nucleare. Mais étant donné les circonstances, Viste le traductions, circostanze che ci etc., riuniscono qui compliquent tout, stamattina e anche la je traduzione, décide de magari couper potrebbe voilà, allungare i tempi, la question de la crise cercherò di, financière. tagliare un po' sulla questione della crisi finanziaria. Dans la Ecco, le discussion, forbici, si vous voulez, on simboliche pourra sul punto numero y 2. venir. Poi assolutamente vi invito a fare domande su questo punto, anche se non lo affronterò abbondantemente durante Donc, il dibattito. Première partie, la crise Perfetto, écologique. primissima parte, io l'ho chiamata crisi ecologica. La crise écologique et la fortune La morale. crisi ecologica e ovviamente la fortuna morale. Je vais vous présenter un extrait Ora, vi du presenterei film questa de mattina Al un Gore, piccolo estratto di un film di Al Gore, Une vérité qui che dérange, si chiama an Una scomoda verità, an inconvenient in truth en in anglais. inglese il titolo era An Inconvenient Truth. Ce sont les dernières images de ce film que je vais présenter. Immagini del film di Al Gore, quelle che vi presento stamattina. Alors, il faut expliquer que nous allons voir ce film. Al Gore parle anglais, évidemment. J'ai des sous-titres en français. Ben, on va se débrouiller comme ça. Ce qui compte, c'est d'entendre la voix et l'émotion d'Al Gore. You remember that home movie of the Earth spinning in space? One of those spacecraft continuing on out into the universe. When it got 4 billion miles out in space, Carl Sagan said, let's take another picture of the Earth. You see that pale blue dot? That's us. Everything that has ever happened in all of human history has happened on that pixel. All the triumphs and all the tragedies, all the wars, all the famines, all the major advances. It's our only home. And that is what is at stake. Our ability to live on planet Earth, to have a future as a civilization. I believe this is a moral issue. It is your time to seize this issue. It is our time to rise again to secure our future. There's nothing that unusual about what I'm doing with this. What is unusual is that I had the privilege to be shown it as a young man. It's almost as if a window was opened through which the future was very clearly visible. See that? He says, see that? That's the future in which you are going to live your life. Je fais un mot de commentaire ici. Al Gore voit l'avenir. Nous le voyons voir l'avenir, mais nous ne voyons pas l'avenir qu'il voit. Voilà, on continue.
future generations may well have occasion to ask themselves, what were our parents thinking? Why didn't they wake up when they had a chance? Voilà. Future generations may well have occasion to ask themselves, what were our parents thinking? Why didn't they wake up when they had a chance? We have to hear that question from them now. Je pense qu'un spectateur, inattentif de ce film a tendance à tenir pour un lieu commun une phrase telle que celle-ci, alors qu'elle pose un problème philosophique, voire métaphysique, considérable. Comment, dira-t-on, comment donc pourrions-nous recevoir un message en provenance de l'avenir ? Si ce n'est pas la simple licence poétique, que peut bien signifier cette inconcevable inversion de la flèche du ton? Les responsables de Greenpeace ont trouvé un moyen plaisant et efficace de poser la même question, sinon de la résoudre, lors du sommet raté de Copenhague sur le changement climatique. Sur des affiches géantes, ils ont vieilli de 10 ans les principaux chefs de gouvernement d'aujourd'hui pour leur faire dire « Je m'excuse, il nous était possible d'éviter la catastrophe climatique, mais nous n'avons rien fait. » Voilà Obama, vous voyez, 10 ans plus âgé, qui dit « I'm sorry, we could have stopped catastrophic climate change, but we didn't. » Voici Lula, le président du Brésil, qui dit la même chose. Voici Angela Merkel, qui dit la même chose. Et voici mon président, qui fait parler beaucoup de lui en ce moment, qui dit la même chose. Alors, je n'ai pas trouvé d'affiche de représentant Berlusconi, votre président, mais c'est sans doute que non, mais il y a une explication à cela, c'est qu'il ne vieillit pas, et il ne vieillira pas. Bon. Bon. Alors, sur ces affiches, on le voit mal ici. Peut-être qu'on le voit sur... Ah oui, on le voit sur l'affiche d'Obama. On lit « Act now, change the future ». Agissez maintenant et changez l'avenir. Changez l'avenir. Ici encore, je doute que les participants à la rencontre de Copenhague aient vu dans cette formule autre chose qu'une façon banale de parler. Seuls quelques intellectuels excentriques, je suppose, des amateurs de science-fiction, ont perçu l'énorme paradoxe métaphysique que recèle l'expression « changer l'avenir ». Car de deux choses l'une. Ou l'avenir est déjà ce qu'il sera lorsqu'il se réalisera, inscrit quelque part, mais alors il est impossible de le changer.
ou bien ce n'est pas le cas, l'avenir ne sera que lorsqu'il se présentera, c'est-à-dire deviendra présent, mais alors il est privé de sens de vouloir le changer maintenant. Et pourtant, cette formule a l'air de dire quelque chose, et même quelque chose de profond, mais quoi? Je pourrais multiplier les exemples. Que signifie ce goût pour les acrobaties métaphysiques? Sans doute que devant des défis aussi gigantesques que ceux qui pèsent sur l'avenir de l'humanité, il est impossible de ne pas poser à nouveau frais les grandes questions qui agitent l'humanité depuis l'aube des temps. Ces manières de jouer avec le temps sont autant de façons de nous enjoindre de donner un poids de réalité suffisant à l'avenir. Car pour donner sens à l'idée que l'avenir nous regarde et nous juge maintenant, il faut bien que d'une façon ou d'une autre, l'avenir soit dès à présent ce qu'il sera. Est-ce que cela implique le fatalisme? Faut-il en déduire que tout est déjà écrit d'avance? La réponse est négative. Mais il faut beaucoup de travail philosophique pour s'en convaincre. Un concept controversé de la philosophie morale peut nous y aider, celui de fortune morale, justement. Ce concept est dû à l'un des plus grands philosophes du XXe siècle, le philosophe anglais Bernard Williams, trop tôt disparu, encore très jeune. Et le titre de son livre sur le sujet s'appelle, en anglais, Moral Luck. Bon, luck, alors justement, luck signifie chance en anglais. Bon, et là c'est une erreur parce que le sens, je pense que le français qui a traduit par fortune morale, a eu raison. En italien, ça a été traduit comme sorte morale, et sorte, c'est bien la traduction de luck, mais le sens de moral luck, c'est vraiment la fortune au sens de la déesse Fortuna. Bon, il est quand même paradoxal que l'italien n'ait pas traduit par la fortuna morale, puisque la fortune est une déesse italienne. Alors, qu'est-ce que c'est que la fortune morale? Lorsque les conséquences d'une action que l'on envisage d'entreprendre sont très incertaines, que la nature de l'incertitude interdit ou rend dérisoire le calcul des probabilités et qu'on ne puisse exclure une issue catastrophique, alors il n'est pas déraisonnable d'admettre que le jugement à porter sur l'action ne puisse être que rétrospectif. C'est-à-dire que ce jugement doit prendre en compte les événements postérieurs à l'action dont il était impossible de prévoir, même en probabilité, la survenue au moment d'agir. Bon, dans une soirée, un exemple. Dans une soirée bien arrosée, un homme boit immodérément. Il décide néanmoins, en connaissance de cause, de prendre sa voiture pour rentrer chez lui. Il pleut, la chaussée est mouillée. Le feu passe au rouge. L'homme appuie rageusement sur les freins. Mais un peu trop tard, sa voiture s'immobilise après un léger dérapage au-delà du passage piéton. Deux scénarios sont possibles. Il n'y avait personne sur le passage.
et l'homme en est quitte pour une peur rétrospective, ou bien l'homme renverse un enfant et le tue. Bon, le droit, bien sûr, mais surtout la morale, ne porteront pas le même jugement dans l'un et l'autre cas. Si le concept de fortune morale n'a pas toujours eu bonne presse, c'est qu'il a servi à justifier les pires abominations. Exemple, l'avocat américain d'Eichmann à Jérusalem a pu dire ceci: Eichmann a commis ce type de crime qui vous valent les plus hautes décorations si vous gagnez et vous expédie au gibet si vous perdez. En fait, l'avocat d'Eichmann ne faisait que répéter une phrase du patron d'Eichmann, Goebbels, qui a pu dire en 1943 « L'histoire retiendra nos noms, soit comme ceux des plus grands hommes d'État de tous les temps, soit comme ceux des plus grands criminels qui aient jamais existé. » Nous savons, nous, quelle fut la décision de l'histoire. Mais je ne veux pas me limiter au cas des nazis. Considérons le cas du général Curtis LeMay, qui fut le fondateur du Strategic Air Command, c'est-à-dire les forces aériennes américaines du Pacifique, et qui, de ce fait, est responsable du largage de bombes incendiaires sur 60 villes japonaises, et pour finir, du lancement des 2 bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Bon, je renonce à présenter le film. Hein. Bon. Non, c'est pas la peine de le lire. Bon. Là, je fais référence à un film admirable qui est une interview de Robert McNamara, qui à l'époque était le conseiller scientifique du général Curtis LeMay. Ce film que je vous conseille tous de voir s'appelle The Fog of War, c'est-à-dire le brouillard de la guerre, oui, ce qui est une référence à Clausewitz, le général prussien, auteur du livre sur la guerre, Vom Kriege, qui est considéré encore aujourd'hui comme le plus grand livre de stratégie militaire. Alors voici ce que Curtis LeMay a dit après. If we'd lost the war, je vais traduire en français. Il faut le dire en anglais maintenant. Non, il faut le dire en anglais. If we'd lost the war, we'd all have been prosecuted as war criminals. Bon, si nous avions perdu la guerre, nous aurions tous été jugés comme des criminels de guerre. À quoi, dans le film en question, McNamara répond par What makes it immoral if you lose and not immoral if you win? Qu'est-ce qui rend la chose immorale si on perd et pas immorale si on gagne? Voici des exemples où la référence à la fortune morale est problématique d'un point de vue éthique. Et pourtant, il y a des fois où ce concept joue un rôle fondamental. Je vais vous raconter une expérience personnelle que j'ai vécue qui met en évidence le dilemme que pose la fortune morale. J'ai été appelé à servir comme juré dans un procès criminel qui a fait beaucoup de bruit à la cour d'assises de Paris. L'accusé n'avait de fait tué personne, mais il aurait pu être responsable de la mort de plusieurs centaines de personnes
y compris de dizaines de policiers, si la bande criminelle dont il faisait partie avait été mieux organisée et plus habile. Il faut savoir que le droit pénal en France prévoit la même peine maximale dans les 3 cas suivants. Premièrement, un individu commet un certain crime. Deuxièmement, il tente de le commettre, mais ce projet n'aboutit pas pour des raisons indépendantes de sa volonté. Et troisièmement, il le commet, ce crime, en bande organisée. La peine maximale est la même dans ces 3 cas. Ça ne veut évidemment pas dire que le jugement des jurés va être le même. Dans le cas du procès où j'ai été juré, l'avocat de la défense, qui était une star du barreau parisien, a eu beau faire valoir qu'il y avait une différence entre avoir assassiné 100 personnes et avoir manqué de le faire. Le jury dont je faisais partie a décidé d'infliger la peine maximale. Le droit français m'interdit d'en dire plus. Un ancien juré n'a pas le droit de parler du procès criminel dont il a fait partie. Je rappelle quand même qu'en France, contrairement au droit pénal américain, l'unanimité des jurés n'est pas requise et que le président de la Cour et ses 2 assesseurs, des magistrats professionnels donc, font partie du jury. Bon. Il y a cependant des cas où le concept de fortune morale pose moins de problèmes. Dans la question qui nous occupe, la question des catastrophes environnementales, on peut raisonner ainsi. L'humanité, prise comme un sujet collectif, a fait un choix de développement de ses capacités virtuelles qu'il a fait tomber sous la juridiction de la fortune morale. Il se peut que son choix mène à de grandes catastrophes irréversibles. Il se peut que l'humanité trouve le moyen d'éviter ces catastrophes, de les contourner ou de les dépasser. Personne ne peut dire ce qu'il en sera. Le jugement ne pourra être que rétrospectif. Cependant, il est possible d'anticiper, non pas le jugement lui-même, ce serait contradictoire, mais le fait que ce jugement ne pourra être porté que sur la base de ce que l'on saura lorsque le voile de l'avenir sera levé. Il est donc encore temps de faire que jamais il ne pourra être dit par nos descendants trop tard, un trop tard qui signifierait qu'ils se trouvent dans une situation où aucune vie humaine digne de ce nom n'est possible. Ici, je vais citer un philosophe allemand qui a beaucoup influencé ma pensée, le philosophe Hans Jonas, inventeur d'une éthique qu'il appelait l'éthique du futur, Zukunftsethik. Oui. Et voici ce qu'il écrit dans son livre. Nous voici assaillis par la crainte désintéressée pour ce qu'il adviendra longtemps après nous, mieux par le remords anticipateur à son égard. Bon, je crois que ce concept de remords anticipateur est fondamental. Vous remarquerez que ce concept inverse le temps, lui aussi. Ce concept nous amène à nous projeter dans l'avenir et à regarder nos actions présentes de ce point de vue de l'avenir. Bon, le concept de fortune morale nous permet de comprendre ce mouvement
il s'agit d'anticiper non pas le jugement futur, mais d'anticiper que le jugement futur sera rétroactif. Bon, c'est excusez-moi de faire de la publicité. Pour mon livre, pour un catastrophisme éclairé, au cœur de ce livre, il y a cette boucle entre l'avenir et le présent. C'est-à-dire que le catastrophisme éclairé consiste à se projeter dans l'avenir et à regarder de ce point de vue de l'avenir nos actions présentes. Voilà. Alors, je passe la crise financière. C'est dommage, je vous aurais parlé de l'escroc Bernard Madoff. Bon, on n'a pas le temps. Du grand philosophe français Vladimir Jankélévitch, du grand poète français Lamartine. Bon, nous passons tout ça. Et donc, je parle maintenant de la fatalité d'une guerre nucléaire et la dialectique du destin et de l'accident. Dans le documentaire extraordinaire que Errol Morris a réalisé sur la vie et les œuvres de Robert McNamara, Errol Morris demande à Robert McNamara ce qui, selon lui, explique que l'humanité ne se soit pas fait sauter dans une apocalypse nucléaire pendant le presque demi-siècle de guerre froide, alors même que les deux grandes puissances nucléaires se menaçaient en permanence d'anéantissement mutuel. La dissuasion? Robert McNamara, quelle plaisanterie! Voici la question de Errol Morris. Est-ce que la dissuasion nucléaire nous a protégés contre un holocauste nucléaire? La réponse de McNamara illustre le caractère, la possibilité de l'anglais, surtout l'anglais américain, de dire les choses d'une manière incroyablement concise. We lucked out. Alors, le mot luck, nous l'avons déjà rencontré dans Moral Luck, que j'ai proposé de traduire en italien non pas par sorte, mais par fortuna. Alors, luck, c'est un substantif en anglais, mais il est ici utilisé comme verbe. Voilà, ce qu'en anglais, on peut dire en 3 mots, en français, et en italien, j'imagine, il faut 12 mots. Par exemple, nous nous en sommes sortis, out. Nous nous en sommes sortis par la chance, par la fortune. 25-30 fois durant la période de guerre froide, nous sommes passés à un cheveu de l'Apocalypse. Et vous allez voir dans le film que je vais présenter, McNamara plusieurs fois fait ce geste ici, à un cheveu près. C'est la chance, le hasard. En fait, il faut dire la fortune qui nous a sauvés, Mais les choses auraient pu se passer autrement. Mieux, si je puis dire, elles auraient dû se passer autrement. Alors, je vais passer un extrait du film. Le titre ici, c'est « Rationality will not save us ».
la rationalité ne nous sauvera pas. I want to say, and this is very important, at the end, we lucked out. It was luck that prevented nuclear war. We came that close to nuclear war in the end. Rational individuals. Kennedy was rational. Khrushchev was rational. Castro was rational. Rational individuals came that close to total destruction of their societies. And that danger exists today. The major lesson of the Cuban Missile Crisis is this. The indefinite combination of human fallibility and nuclear weapons will destroy nations. Is it right and proper that today there are 7,500 strategic offensive nuclear warheads, of which 2,500 are in 15-minute alert to be launched by the decision of one human being? It wasn't until January 1992, in a meeting chaired by Castro in Havana, Cuba, that I learned 162 nuclear warheads, including 90 tactical warheads, were on the island at the time of this critical moment of the crisis. I couldn't believe what I was hearing. And Castro got very angry with me because I said, Mr. President, let's stop this meeting. This is totally new to me. I'm not sure I got the translation right. Mr. President, I have three questions to you. Number one, did you know the nuclear warheads were there? Number two, if you did, would you have recommended to Khrushchev, in the face of a U.S. attack, that he use them? Number three, if he had used them, what would have happened to Cuba? He said, number one, I knew they were there. Number two, I would not have recommended to Khrushchev. I did recommend to Khrushchev that they be used. Number three, what would have happened to Cuba? It would have totally destroyed it. That's how close we were. And he was willing to accept that? Yes. Oh, and he went on to say, Mr. McNamara, if you and President Kennedy had been in a similar situation, that's what you would have done. I said, Mr. President, I hope to God we would not have done it. Pull the temple down on our heads, my God. In a sense, we won. We got the missiles out without war. My deputy and I brought the 5 chiefs over and sat down with Kennedy. And he said, gentlemen, we won. And don't you ever say it, but you know we won. I know we won. And Albay said, what hell? We lost. We should go in and wipe them out today. LeMay believed that ultimately we're going to confront these people in the conflict with nuclear weapons, and by God, we better do it when we have greater superiority than we will have in the future. Le geste important ici, c'est ça. That close. Pour comprendre, ceci n'est pas dans mon texte. C'est très court. Non, mais je le dis à vous. Bon. Pour comprendre comment fonctionne la dissuasion nucléaire, le meilleur moyen que je connaisse, c'est de rappeler ce que fut la visite du président américain Bill Clinton
à son équivalent russe, Vladimir Poutine, le 6 juin 2000. Voici ce que Clinton dit à Poutine. Il s'agissait pour Clinton de justifier la construction de boucliers antimissiles dans le bloc Est, en République tchèque et en Pologne. Et il s'agissait pour Clinton de convaincre Poutine que ceci était destiné aux États, enfin, aux groupes dits terroristes, ou ce qu'on appelle en anglais les États voyous, et que ça ne concernait en rien les Russes. Donc voilà ce que Clinton dit, et je n'invente rien. Le bouclier antibalistique que nous allons construire est seulement destiné à nous défendre contre les attaques d'États voyous et de groupes terroristes. Soyez donc rassurés. Même si nous prenions l'initiative de vous attaquer, vous les Russes, par une première frappe nucléaire, vous pourriez aisément traverser le bouclier en question et anéantir mon pays, les États-Unis d'Amérique. C'est de la folie, non? Voici Clinton essayant de convaincre Poutine, et Poutine un peu dubitatif. Comment est-ce que la dissuasion marche? La meilleure preuve que l'on puisse donner à l'autre qu'on ne va pas l'attaquer en premier, c'est de lui prouver qu'on ne se défend pas, qu'on offre sa propre population en holocauste aux attaques de l'autre. Comme ça, l'autre est sûr qu'on ne va pas l'attaquer, car si on l'attaquait, l'autre conserverait une capacité de seconde frappe, et puisqu'on ne se protège pas, on serait mort. Donc la dissuasion nucléaire va à l'encontre de tout ce qu'on a pensé sous le nom de stratégie militaire jusqu'à présent, puisque la stratégie militaire consiste à défendre son territoire. Là, c'est le contraire. C'est cette logique, si on peut dire, qui a été appelée en anglais MAD. Alors MAD qui veut dire fou, bien sûr, mais c'est aussi un acronyme qui signifie Mutually Assured Destruction, la destruction mutuelle assurée. Or, tout au long de la guerre froide, deux types d'arguments ont été débattus qui semblaient montrer que la dissuasion nucléaire, sous sa forme MAD, ne pouvait pas être efficace. Comment MAD peut-elle bien marcher? La première raison portait sur le caractère non crédible de la menace dissuasive. J'écris ici non-crédibilité de la menace dissuasive. Pourvu que le sujet qui menace son adversaire de déclencher une escalade mortelle et suicidaire, si ses intérêts vitaux sont mis en danger, donc pourvu que ce sujet soit doté d'une rationalité minimale, souvenez-vous de ce que McNamara disait, Khrushchev was rational, Kennedy was rational, Castro was rational. Donc pourvu qu'il y ait cette rationalité minimale, c'est-à-dire la rationalité de vouloir vivre et survivre, alors placé au pied du mur, disons après une première frappe qui a détruit une partie de son territoire, eh bien ce sujet rationnel ne mettra pas sa menace à exécution.
quel chef d'État, victime d'une première frappe, n'ayant plus qu'une nation dévastée à défendre, prendrait par une seconde frappe, vengeresse, le risque de mettre fin à l'aventure humaine? Dans un monde d'États souverains doté de cette rationalité minimale, la menace nucléaire n'est absolument pas crédible. Alors évidemment, nous savons qu'aujourd'hui, on peut douter de la rationalité des chefs de ces États voyous. Bon, pensez par exemple à l'exemple iranien aujourd'hui ou à l'exemple de la Corée du Nord. Cependant, un autre argument d'une nature très différente fut mis en avant qui concluait également à l'impuissance de la dissuasion nucléaire. Voici comment on peut raisonner. Je m'écarte un tout petit peu de mon texte. Hein, non, mais ça c'est pour vous. C'est un méta-commentaire. Bon, comment on peut présenter les choses? Prenons d'autres dissuasions que la dissuasion nucléaire. Par exemple, la dissuasion du système pénal. Le système pénal n'est dissuasif que dans la mesure où la dissuasion ne marche pas à 100%. Pourquoi? Parce que pour que la dissuasion marche, il faut que certains franchissent la ligne jaune, commettent des crimes, et à ce moment-là, tout le monde verra ce que ça coûte, ils seront punis. Mais dans le cas de la dissuasion nucléaire, la première transgression sera une transgression de trop. Voilà donc les deux raisons qui ont été invoquées tout au long de la guerre froide pour douter que la dissuasion nucléaire était efficace. Et pourtant, elle semblait efficace, puisqu'il n'y avait pas de guerre nucléaire. Et c'est très tard que certains comprirent ce qui pouvait faire que la dissuasion nucléaire était efficace. Et c'est ce qu'on a appelé la dissuasion existentielle. Alors, la dissuasion existentielle a cette caractéristique que les intentions, les menaces ne comptent absolument pas et qu'on renonce complètement à toute stratégie. La simple existence d'arsenaux se faisant face, sans que la moindre menace de les utiliser soit proférée ou même suggérée, suffisait à ce que les jumeaux de la violence se tiennent quoi? Ils ne bougent pas. L'apocalypse nucléaire ne disparaissait pas pour autant du tableau. Sous le nom de dissuasion existentielle, la dissuasion apparaissait désormais comme un jeu extrêmement périlleux, consistant à faire de l'anéantissement mutuel un destin. Dire que la dissuasion fonctionnait signifiait simplement ceci: tant qu'on ne le tentait pas inconsidérément, il y avait une chance que le destin nous oublie pour un temps peut-être long, voire très long, mais pas infini. En définitive, à en croire la théorie de la dissuasion existentielle, si la dissuasion nucléaire a maintenu un temps le monde en paix, c'est en projetant le mal hors de la sphère des hommes, en faisant une extériorité maléfique mais sans intention mauvaise, toujours prête à fondre sur l'humanité, mais sans plus de méchanceté qu'un tremblement de terre ou un tsunami.
avec cependant une puissance destructrice capable de faire pâlir la nature d'envie. Cette menace suspendue au-dessus de leur tête aurait donné aux princes de ce monde la prudence nécessaire pour éviter l'abomination de la désolation qu'eût été une guerre thermonucléaire, les détruisant les uns et les autres, et le monde avec eux. Mon exposé a deux parties. Dans le premier cas, il s'agit d'une catastrophe naturelle, le réchauffement climatique, mais une catastrophe naturelle dont les hommes sont responsables. Ici, il s'agit de conflits humains, de guerre. Ce qui est absolument remarquable, c'est que cette différence essentielle, avec la théorie de la dissuasion existentielle, cette différence essentielle tend à disparaître. Nous étions partis d'une situation stratégique, c'est-à-dire de guerre, où des hommes ou des peuples tentent d'imposer leur volonté à d'autres, et nous nous retrouvons dans la situation d'une catastrophe naturelle. Il convient d'analyser cet étrange retournement. Les deux arguments qui mettent en doute l'efficacité de la dissuasion nucléaire nous convainquent qu'aucune des puissances nucléaires n'a le pouvoir de dissuader les autres. Et pourtant, toutes ont intérêt à être dissuadées. Comment résoudre ce paradoxe ? David K. Lewis, probablement le plus grand métaphysicien du XXe siècle, a défini la dissuasion existentielle d'une formule: You don't tangle with tigers, it's that simple. Il faut prendre cette image au sérieux. La solution au paradoxe de la dissuasion nucléaire consiste à ce qu'ensemble, les puissances créent une entité fictive, mais néanmoins effrayante, un tigre symbolique, prêt à tout moment à les déchirer, sans aucune raison ou motif particulier. Ce tigre, c'est évidemment leur violence, extériorisée, chosifiée. J'ai presque fini. Pour échapper au paradoxe de l'autoréfutation d'une dissuasion nucléaire réussie, il faut que la réalité de l'apocalypse nucléaire soit comme inscrite dans l'avenir, telle une fatalité ou un destin. C'est ainsi que raisonnent les théoriciens de la dissuasion existentielle, en usant de ces mots surprenants de la part de penseurs ou de stratèges rationnels. Un exemple qui n'est pas dans mon texte, Bernard Brodie, 1980. C'est un curieux paradoxe de notre temps que l'un des facteurs essentiels qui font que la dissuasion nucléaire marche vraiment et marche bien est la peur sous-jacente qu'elle pourrait échouer en cas de crise très grave. Dans ces circonstances, on ne tente pas le destin. Extraordinaire, non ? Nous avons ici la référence à un tigre symbolique et au destin. Pour comprendre le sens de la dissuasion nucléaire, il faut prendre au sérieux, mieux qu'il ne le fait lui-même, ce que nous dit Robert McNamara dans ses mémoires ou dans le documentaire The Fog of War que nous venons de voir. Plusieurs dizaines de fois au cours de la guerre froide, il s'en est fallu de très peu, that close, que l'humanité ne disparaisse en vapeur radioactive. Est-ce que ceci signe l'échec de la dissuasion ?
c'est tout le contraire. Ce sont précisément ces incursions dans le voisinage du trou noir qui ont donné à la menace d'anéantissement mutuel son pouvoir dissuasif. We locked out, mais c'est ce flirt répété avec l'Apocalypse qui, en un sens, nous a sauvés. Il faut des accidents pour précipiter le destin apocalyptique, mais contrairement au destin, un accident peut ne pas se produire. Au cœur de la dissuasion existentielle, on trouve donc la dialectique du destin et de l'accident. Voici. Il s'agit de tenir l'apocalypse nucléaire pour un événement tout à la fois nécessaire, c'est notre destin, et improbable. Si l'apocalypse nucléaire a lieu, ce sera le fait non pas d'une volonté humaine, mais d'un accident. Cette figure est assez extraordinaire car qu'est-ce qu'elle montre? Que pour que le destin s'accomplisse, il a besoin de passer par son contraire, l'accident. Une petite parenthèse, les disciples de Derrida, de Jacques Derrida, je ne sais pas s'il y en a ici, diraient ici que l'accident est le supplément du destin, à la fois son contraire et sa condition de possibilité. Cette figure est-elle si nouvelle? On y reconnaît sans peine la figure du tragique. Oedipe, lorsque Oedipe tue son père au carrefour fatal, l'étranger de Camus, lorsque l'étranger de Camus tue l'Arabe sous le soleil d'Alger, ces événements apparaissent à la conscience et à la philosophie méditerranéenne, tout à la fois comme des accidents et comme des fatalités. Le hasard et le destin viennent à s'y confondre. L'accident qui fait signe vers le hasard est le contraire du destin qui fait signe vers la nécessité, mais sans ce contraire, le destin ne viendrait pas à s'accomplir. Si nous refusons cette conversion, que serait le renoncement complet et simultané de tous à la violence, il nous reste ce jeu risqué qui consiste à jouer constamment avec le feu. Pas trop près, de peur que nous y périssions carbonisés, mais pas trop loin non plus, de peur que nous oublions le danger. Il ne nous faut ni trop croire au destin, ni trop refuser d'y croire. Il faut croire à la métaphysique du destin, exactement comme on croit à une fiction. Donc vous comprenez maintenant ce que je disais, j'espère, au début. Le pire n'est jamais certain, mais il est parfois utile de faire comme s'il était inévitable, comme s'il était un destin, car le certain et le nécessaire sont deux prédicats qu'il convient soigneusement de distinguer. El porvenir es inevitable, pero puede no acontecer. Ce qui fait qu'un destin puisse ne pas s'accomplir est aussi ce qui fait qu'il s'accomplisse. Et ça, c'est la fortune morale. Un mot pour terminer. Je voudrais vous amener à réfléchir sur l'étymologie du mot risque. Comment on dit en italien? Risque. À risque, tant mieux. Il y a une controverse sur l'étymologie de ce mot. Le meilleur dictionnaire étymologique de la langue française
le Wartburg, un dictionnaire allemand d'ailleurs, considère que le mot risque vient du vieil italien risco. Risco, c'est de vieil italien, qui vient du latin resecum, qui signifie ce qui coupe. Ce qui coupe. Et c'est donc l'écueil. L'écueil sur lequel un navire se brise. Bon, un accident naturel, disons. Mais il y a d'autres étymologistes qui considèrent que cette étymologie marine est une pure fantaisie et que le mot risque vient du latin rixare, d'où vient le mot français rix, la bataille entre... Quel est le mot italien pour rix? C'est très voisin. Donc, bon, OK. Et donc, cette double étymologie du mot risque rassemble l'accident et la montée aux extrêmes à laquelle conduit tout conflit humain comme destin. Vous voyez, une fois de plus, réunis la catastrophe naturelle et la catastrophe morale. Comme par hasard, cette leçon, cette confusion entre catastrophe naturelle et catastrophe morale est au cœur du dernier livre de la Bible qui s'appelle l'Apocalypse. Merci beaucoup.